Cause commune. Chemin de traverse. D'autres voies pour imaginer demain. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous pour ce 64e épisode de Chemin de traverse, d'autres voies pour imaginer demain. Dans Chemin de traverse, Julie, Mehdi, Élise et moi-même Fred, nous espérons vous proposer de belles rencontres et mettre en avant des parcours personnels et professionnels, des passions, des engagements. Dans le cadre de ses études d'éducatrice spécialisée, ma grande fille a fait une formation en rigologie, l'art du rire et du lâcher-prise, pour découvrir la place du rire dans la relation d'aide, l'enseignante étant elle-même une ancienne éducatrice spécialisée. Alors quand elle m'a parlé de ça, j'avoue que j'étais un petit peu dubitatif, sceptique. On a donc fait en famille il y a quelques mois un atelier de rigologie intergénérationnelle pour découvrir ça, pareil j'en reparlerai tout à l'heure, et on a passé au final un très bon moment. Et donc j'ai dit, banco, on va inviter cette enseignante. L'enseignante c'est Virginie Lemignon, elle est notre invitée ce mercredi. Virginie Lemignon, en tant qu'éducatrice spécialisée, a accompagné pendant une quinzaine d'années de nombreux publics en difficulté. Un burn-out va remettre profondément sa vie en question. À la suite de différentes étapes, elle devient apicultrice et accompagne particuliers et entreprises à cultiver leur joie de vivre, à réduire leur stress, prévenir le burn-out et développer leur confiance. Nous sommes installés dans le cocon du studio de la radio. Prenez place avec nous pour cet échange qui va suivre. Avant que la discussion ne commence, je vous rappelle que nous sommes en direct ce mercredi 3 juin 2026 sur Radio Cause Commune, la voix des possibles, sur 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde, sur le site causecommune.fm. Mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. N'hésitez pas à participer, à intervenir en direct. Julie réalise l'émission ce soir. Bonsoir Julie. Bonsoir à tous et bonne émission. Merci. Donc Julie attend vos appels. Pour cela, notre téléphone est branché. Vous pouvez nous appeler au 09 72 51 55 46. Je répète 09 72 51 55 46. Sachant que pour le moment, on a un petit problème. On tombe sur le répondeur. Mais essayez et au pire, vous nous laissez un message sur le répondeur et on l'écoutera. Et sinon, vous pouvez venir réagir sur le salon web de la radio. Rendez-vous sur le site causecommune.fm. Le bouton de chat tout en bas de la page plutôt. Non pas de la plage. Bonjour Virginie. Alors, je vais le refaire parce que le micro n'était pas allumé. Bonjour Virginie. Bonjour Fred. Voilà, là, je t'entends bien, c'est super. Donc, on va parler un petit peu de ce parcours du théâtre à l'éducatrice spécialisée à l'apicultrice, la rigologie, le yoga du rire. Donc ça, c'est beaucoup de sujets qu'on va aborder. On abordera aussi l'aspect politique de cette activité. On en a parlé juste avant l'émission. Mais d'abord, la question un petit peu traditionnelle de début d'émission, c'est d'où tu viens, dans quel endroit tu as grandi, dans quelle famille. Alors, je suis née dans les Yvelines, à Poissy, donc en région parisienne, et dans une famille avec un papa cheminot et une maman qui travaillait à la sécurité sociale, une sœur, et puis la vue sur la forêt de Saint-Germain. Donc c'était un environnement très coucounant, j'allais dire, et vraiment ouvert. D'accord. C'était dans quelles années, sans indiscrétion ? Je suis née en 80. 80. D'accord, ok. Et j'aime bien poser la question de savoir comment les gens étaient enfants, donc petites filles, notamment parce que on a beaucoup d'évolutions après. Donc déjà, notamment, j'ai posé des questions par rapport qui sont liées évidemment à tes activités futures. Est-ce que tu avais déjà de l'empathie avec les autres ? Est-ce que tu avais envie d'aider les autres ? Est-ce que tu étais tournée vers les autres quand tu étais petite fille ? Oui, j'ai des souvenirs. Alors j'aimais bien embarquer évidemment les autres, notamment pour faire du théâtre, décorer, voilà, et des petits spectacles dans la famille ou pour les amis. Et puis j'ai le souvenir d'avoir milité entre guillemets pour la protection des animaux. Voilà, j'avais une sensibilité aussi, une empathie pour le vivant. Ouais. D'accord. Et ça prenait sous quelle forme la protection des animaux ? J'avais fait des affiches protégeons la nature que j'avais placardées à la boulangerie et d'ailleurs en mettant notre numéro de téléphone, et quand la dame de WWF a appelé à la maison, je me suis fait enguirlander par mes parents d'avoir mis le numéro de téléphone comme ça sur des petites affichettes. J'avais peut-être 9 ans. Quel âge ? 9 ans. D'accord. 8-9 ans. D'accord. Est-ce que tu étais dans la discrétion, dans la douceur ? Parce que souvent, les petites filles sont
on inculque la discrétion et la douceur, contrairement aux garçons où c'est plutôt de s'affirmer, etc. Je te pose la question parce qu'aujourd'hui je te sens très affirmé. Donc tu as déjà dit que tu embarquais les autres. Donc est-ce que tu es dans la discrétion, dans la douceur ou pas du tout? Non, j'étais plutôt quelqu'un de... En tout cas, j'avais déjà une volonté. Alors après, mes parents sont bretons, hein, donc voilà, j'avais déjà ma tête de mule de bretonne. Donc c'est la réputation des Bretons et des Bretonnes. Oui, ouais. D'être borné, c'est ça? D'être têtu. Têtu, d'accord. Ok. Et oui, en tout cas, j'étais pas discrète, non. Comparée à ma petite sœur, par exemple. Mais pour autant, pas non plus une boute en train ou une trublionne. Enfin, pas du tout. Donc, j'avais à la fois ce côté première de la classe, qui fait les choses comme elles doivent être faites, et puis pour pas sortir du cadre. Et en revanche, j'avais des activités artistiques multiples. Donc, je faisais de la danse, du théâtre. Et là, je pouvais déborder, en fait. D'accord. Et ce goût de l'art, ça vient de tes parents, ça vient de ton entourage, ou c'est simplement toi qui... Alors, je pense que ma mère a senti qu'il y avait un désir, parce que dès que j'ai demandé, elle a jamais refusé, en fait. Ouais. Donc, j'ai commencé la danse classique à peut-être 6 ans. Et puis très rapidement, mes parents n'ont jamais... Alors, j'ai vraiment des parents en or, hein, qui m'ont vraiment permis d'expérimenter tout ce que je voulais, en fait. Et il y avait une grande liberté et une grande confiance dans ce qui nous laissait vivre. Et ça, c'est important. Et je le dis à tous les enfants qui nous écoutent aujourd'hui ou qui sont autour de la table. Hein. C'est quand on a des parents comme ça, il faut en profiter. Donc ce que je comprends bien, c'est... Alors, t'étais très bonne donc, à l'école, première de la classe. Oui. Et à côté artistique. Donc, est-ce qu'à un moment, ça me fait penser, marrant parce que ça me fait penser à quelqu'un, à mon grand-fils, hein, qui a été très bon à l'école et qui a fait côté artistique, donc là plutôt la musique. Est-ce que c'était difficile de faire un choix finalement au fur et à mesure des études, que ce soit collège, lycée, puis ensuite première année d'enseignement supérieur, plutôt de continuer dans une filière peut-être, je sais pas, scientifique ou littéraire, ou d'aller vers le théâtre, ou finalement tu as été vers le théâtre. Comment ça s'est passé ces questionnements? Est-ce que tu as eu ces questionnements? Alors je les ai eus, et puis évidemment c'est comment dirais-je, on nous dissuade au lycée à aller vers ces voies-là. En tout cas moi personnellement, oui. Donc j'ai testé, moi c'était les langues, donc j'ai testé une fac d'italien, et puis au bout d'un an ou deux, j'ai dû arrêter en cours de 2e année pour aller, pour le coup, dans le bâtiment d'à côté, à Nanterre. J'étais à la fac d'art du spectacle, du coup, à Nanterre, où là, j'ai étudié 4 ans les arts du spectacle, option théâtre. D'accord, option théâtre. Donc c'était quand même très large, parce que quand même 4 ans, t'as le temps de voir beaucoup de choses. Oui. Et pourquoi le théâtre particulièrement? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le théâtre? C'est d'être sur scène, ou au contraire de mettre en scène? Qu'est-ce qui t'attirait? Alors, à l'origine, jusqu'à justement la fac, je jouais principalement. Et puis l'université, ça m'a permis justement d'avoir des cours de scénographie, des cours d'écriture, etc. Donc, et de rencontrer aussi des collègues, des camarades avec lesquels on a pu monter des projets. Et là, j'ai pu m'essayer à différents rôles, à l'écriture, à la mise en scène. Donc, on a monté une petite compagnie, donc j'ai, en tant qu'amateur en fait et étudiante, pu un peu voir tous les postes entre guillemets. D'accord. Et est-ce qu'il y en a un qui te plaisait plus qu'un autre? Alors, à l'époque, je sais pas. En tout cas, il y avait quelque chose en moi où j'avais pas envie d'être sous le feu des projecteurs. J'adorais jouer, mais je savais que ma vie n'était pas sur scène. D'accord. Alors, pour que je comprenne bien, t'aimais être sur scène, oui, mais tu savais que ta vie serait pas sur scène. Oui. Parce que finalement, t'aimais plus ne pas être sur scène, ou parce que être sur scène te demandait beaucoup d'énergie? Parce qu'on peut aimer être sur scène et que ça demande beaucoup d'énergie. Oui.
Je pense que c'est aussi une question de milieu. En fait, je me sentais pas à ma place dans le milieu et je sentais qu'il y avait quelque chose à mettre au service. Parce que assez rapidement, en fait, pendant que j'étais à l'université, j'ai commencé à animer des ateliers de théâtre avec des personnes avec handicap ou avec des enfants. Et puisque c'était aussi une possibilité comme à côté de mes jobs d'étudiant, quoi. Et à partir en colonie de vacances, voilà, en tant qu'animatrice pour animer ce genre d'activité. Et en fait, je sentais bien que c'était une activité qui me faisait beaucoup de bien émotionnellement et puis même en termes de confiance en moi. Enfin voilà, j'étais quand même, j'ai jamais eu peur de parler en public. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments que dès la vingtaine, je sentais que ça portait du fruit en fait pour les autres et donc j'ai très vite en fait eu envie de le mettre au service des autres et de sentir que ma place était plus de le rendre disponible et le mettre au service plutôt que moi développer une activité de comédienne. Voilà, j'ai jamais passé les concours, par exemple. J'avais plein de copines qui passaient le conservatoire et en fait moi ça m'intéressait pas du tout. En fait, si je comprends bien, t'es pas dans l'individualité, c'est-à-dire entre guillemets la vedette qui est sur scène, t'es dans le collectif, dans la création de liens, et l'accompagnement. C'est ça, ouais. D'accord. Ouais, et ça, très tôt. Très tôt. Et même quand t'étais plus jeune, t'avais ça dans tes... Parce que tu disais tout à l'heure que t'entraînais les autres. Quand on entraîne les autres, c'est que voilà, on aime le collectif, c'est-à-dire qu'on est en capacité de faire des choses seuls. Mais finalement, ce qui nous motive plus, c'est finalement le collectif, c'est le lien. Oui. Est-ce que c'est ça ? Oui, il y avait de ça et puis il y avait une dimension de sauveuse en moi aussi, bien sûr. Il y avait cette cape de super-héroïne qui avait envie pour les autres, donc et puis qui avait envie de sauver, bien sûr. Et d'où peut-être, quand on y verra tout à l'heure, le besoin de tout contrôler aussi. Oui, exactement. Alors, il y a une question sur le salon web de Julie, mais comme je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question et que tu as un micro, Julie, je te suggère d'activer ton micro et de poser la question. Oui, en fait, tu as parlé que de ces activités, tu as dit plusieurs fois le mot activité, avec les autres, dans les colos ou aux animations. Mais quelle activité exactement ? J'ai pas très bien compris. En particulier, à l'époque, c'était en particulier le théâtre, mais on va dire le corps de manière générale, puisque je venais aussi de la danse, donc j'avais une pratique, j'ai parlé de la danse classique, mais qui n'a pas duré très longtemps. J'ai vite bifurqué vers la danse contemporaine, danse africaine aussi. Et ça encore aujourd'hui fait partie de ma boîte à outils en fait, le corps, la voix aussi, le chant, puisque j'ai toujours chanté, donc c'est autant de choses que j'aimais pratiquer pour moi, mais que j'animais aussi avec des groupes. D'accord, donc tout ça se passe, donc t'es à Nanterre, t'es en formation donc d'art du spectacle, donc études théâtrales, ça dure 4 ans. Et pourtant, si j'ai bien suivi, tu ne deviens pas une professionnelle. Tu vas plutôt bifurquer, c'est-à-dire que tu vas changer d'études pour entamer des études d'éducatrice spécialisée. C'est ça. Un jour... Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement ? je rentre d'une colo et je me dis quand même, j'aimerais bien avoir un statut pour faire ça, parce que je suis animatrice, c'est pas valorisé du tout, en fait, tout ce que je propose. Donc, et si j'avais un diplôme pour ça, donc je connaissais rien du tout des métiers du social et j'ai passé le concours d'éducateur spécialisé. Donc là, j'ai 23 ans et je le décroche. Donc, je me retrouve en formation à Cergy, à l'EPSS à l'époque, et je découvre la lutte contre les exclusions. Et là, ça a été un peu un des premiers points de bascule. La lutte contre les exclusions. Oui, parce que en fait, dans la dimension de sauvetage, voilà, la petite sauveuse qu'il y avait en moi n'avait pas conscience réellement. J'avais un parcours littéraire, donc j'avais jamais fait d'économie, j'avais jamais fait d'études sociales en fait, et donc j'ai découvert
j'ai découvert le monde politique, en fait, quelque part, et j'ai découvert au travers des publics avec lesquels j'avais envie de travailler la lutte contre les exclusions. Donc, en particulier, j'ai travaillé avec des personnes de la rue. Tout au début de ma formation, ça a vraiment été un de mes premiers stages, donc ça m'a marqué, et je dis que ça a été un tournant parce qu'en fait, la partie en moi plus en colère a pris la place de l'artiste, en fait, et j'ai progressivement abandonné ce désir que j'avais de mettre au service l'art au service des autres, pour plutôt des engagements et des postes en tant qu'éducatrice spécialisée plus, j'allais dire, plus ancrés dans un engagement. J'avais besoin de me sentir actrice sociale, en fait. Et en prise directe avec des gens qui avaient ce besoin-là? C'est-à-dire travailler directement avec des personnes en difficulté, enfin exclues ou autres, quel que soit, d'être vraiment en contact, en prise directe, quoi. Oui, alors ça, oui, c'était une certitude. Et puis d'aller vraiment, j'avais une très haute estime de mes limites, donc du coup, donc et puis je me prenais hyper au sérieux. Enfin voilà, faut imaginer, voilà, j'avais la vingtaine et je me prenais vraiment pour une super héroïne. Et je pensais que j'avais pas de limites. J'avais jamais touché à ma vulnérabilité. J'avais jamais douté qu'à un moment donné ça pouvait craquer, en fait. Et donc plus je grandissais, plus je faisais une expérience que je voyais, parce que tiens, les personnes de la rue, et puis j'ai envie d'aller vers les personnes qui se droguent, et puis j'ai envie d'aller dans la rue, et puis j'ai envie d'aller vers la prostitution, et puis et en fait c'était toujours, et puis j'ai envie de faire un volontariat international, voilà. Et en fait, j'étais dans la surenchère expérientielle, entre guillemets, sauf que en fait, j'écoutais pas du tout ni mes besoins, ni mes limites, et donc forcément, ça a craqué, quoi. Le craquage, on va y revenir après. Ouais. T'inquiète pas, on va y venir. Mais avant le craquage, quand même, donc t'as ton diplôme d'éducatrice spécialisée. Alors peut-être expliquer pour les gens qui nous écoutent, parce que finalement, éducatrice spécialisée, éducateur spécialisé, on ne sait pas forcément ce que ça recoupe comme mission. On a bien compris, c'est différents publics, mais c'est quoi le travail d'une EduxP ou d'un éducateur spécialisé? Alors c'est vrai que ça n'a de spécialisé que le titre, puisque finalement c'est très polyvalent, en fait, comme boulot. L'éducateur spécialisé, c'est le travailleur social un peu couteau suisse qui va accompagner. Alors on le connaît surtout en protection de l'enfance, puisque il va accompagner les enfants dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance ou dans un cadre judiciaire. Donc quand il y a situation difficile ou bien maltraitance. Et puis auprès des adultes, ça va plutôt concerner soit le secteur du handicap, où là ça peut être de l'accompagnement du quotidien, monter des projets aussi qui vont socialiser la personne. Voilà, c'est un peu le professionnel du lien social. Et puis il y a le secteur de l'insertion, entre guillemets, ou de l'inclusion aujourd'hui, avec des personnes qui ont besoin plutôt d'un coup de main pour tout ce qui va être accès aux droits, et puis quand il y a des parcours de vie, des accidents de la vie, comme les personnes de la rue ou les addictions, qui peuvent être des accompagnements pour reconstruire, entre guillemets, une estime de soi, et pour ça, l'éducateur spécialisé peut utiliser plein d'outils. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré ta fille. On va en parler tout à l'heure. Et puisque c'était dans le cadre de ce qu'on appelle les techniques éducatives, en fait, que les éducateurs spécialisés bénéficient en fait d'un certain nombre d'outils dans le cadre de leur formation pour pouvoir avoir vraiment plein de propositions possibles pour au travers de la relation et du vivre ensemble, accompagner les personnes pour lesquelles ils sont missionnés. D'autant plus que je suppose qu'en fonction des publics, les mêmes outils ne fonctionnent pas forcément. Exactement. Et quelle qualité il faut pour être EduxP, notamment qualité humaine? Parce que j'ai l'impression, j'imagine que ça va être quand même dur
C'est-à-dire que on côtoie des publics en difficulté, on essaye de les aider. Quelle qualité humaine il faut Pour être éduc. Ouais. Si quelqu'un veut se lancer, se dit, tiens, moi, j'ai envie de devenir EduxP, mais est-ce qu'il y a des qualités de base, entre guillemets Alors, je dirais dans un premier temps de l'ouverture d'esprit, de l'ouverture du cœur, de l'ouverture à l'autre, et une forme de décentrage, une capacité à se décentrer en fait C'est-à-dire alors c'est un peu comme ça qu'on définit l'empathie, hein, c'est de pouvoir se mettre à la place de l'autre, okay, en fait. Et j'irai plus loin, c'est aussi de se décentrer par rapport à nos représentations. Donc c'est d'avoir une capacité psychologique, hein, et puis après ça se travaille, hein, de pouvoir imaginer que un autre est possible. En fait, et que notre vision du monde, c'est pas forcément la bonne vision, c'est notre vision, que la personne face peut avoir une autre vision, et il faut la comprendre pour l'accompagner. Exactement, c'est ça. Et donc ça, je dirais que c'est la première qualité. Après, évidemment, on peut parler de bienveillance, on peut parler d'empathie, on peut parler de connaissance de soi. Mais tout ça, en tout cas au niveau de la connaissance de soi, c'est aussi l'expérience qui va faire le professionnel que vous devenez, quoi, entre guillemets. Je dirais, c'est un peu le diplôme d'éduc, c'est un peu comme le permis de conduire. En fait, quand tu l'as, t'as les rudiments, voilà, tu sais comment ça marche, t'as des outils, mais c'est l'expérience qui va faire que en fait, tu vas devenir, là, si je fais la métaphore, devenir le conducteur que tu es, ça va être pareil avec l'éducation spécialisée, parce que en fonction des stages, en fonction des postes que tu vas occuper, tu n'auras pas la même pratique, en fait. Donc, si pendant 10 ans après ton diplôme, tu travailles avec que des enfants ou que des femmes battues ou que des personnes en situation de handicap, forcément, tu vas avoir une expertise qui va aller avec, et qui progressivement va faire que tu as affiné tes capacités à accompagner tel ou tel public. D'accord. Donc c'est pour ça que dans les formations d'EduxP, les stages, ils sont forcément variés. Oui. Pour découvrir différents publics. Exactement. Et aussi pour finalement se dire à un moment, dans quelle orientation je vais aller, parce que finalement c'est très varié, comme tu dis, il y a tellement de publics différents. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Je regarde le salon web s'il y a des questions. Donc t'as ton diplôme, tu deviens EduxP. Et c'est quoi ton premier poste ? Alors mon premier poste, c'est officiel, parce que j'ai parlé tout à l'heure des personnes de la rue. J'ai fait des remplacements au SAMU social de Paris, donc ça c'était pendant le week-end, la nuit, les vacances scolaires. Et après j'ai terminé ma formation en cours d'emploi en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. D'accord. Donc ça a été vraiment le poste officiel. Donc j'ai travaillé 4 ans dans cette structure. Enfin, j'ai participé à la création d'une structure. Et puis, quelques missions dans le secteur du handicap. Et puis après, je suis partie en prévention spécialisée, donc dans la rue. Donc j'étais dans un quartier de l'Essonne, en tant qu'éducatrice de rue. Donc à la rencontre de jeunes qui sont en rupture scolaire, en rupture sociale. Donc c'est un mandat de la protection de l'enfance, mais comment dirais-je, en fait, les éducateurs de rue vont à la rencontre des jeunes pour créer du lien et puis envisager au travers notamment d'activités qu'on va vivre ensemble. Donc là, ça peut être du foot, ça peut être des sorties, ça peut être des séjours de rupture pour créer du lien à partir duquel on va tenter d'accompagner aussi le jeune dans sa trajectoire. D'accord. Et ces changements de poste, c'est des choix de ta part ou c'est des opportunités ? C'est les deux. Les deux ? Oui, ouais. C'est à la fois une envie de changement. Je suis quelqu'un qui a besoin de diversité. Hein. Je me lasse vite. Et donc, il y a à la fois le besoin de changement, la curiosité aussi. Hein. Et puis, ce que je décrivais tout à l'heure, cet appétit d'aller toujours vers des choses pour élargir ma zone de confort, en fait.
Donc j'avais vraiment cette tendance-là. D'accord. Et en termes de poste, tu es restée tout le temps éducatrice spécialisée ou t'es devenue responsable ou t'as changé un peu? Ouais, sur la fin, j'ai passé un diplôme de chef de service, en fait, donc dans les dernières années, en 2013. Et donc, j'étais chef de service à l'époque où je travaillais justement auprès des femmes en situation de prostitution. D'accord. Et ça te plaisait ou pas? Parce que finalement, tu étais moins au contact direct avec ces femmes. Enfin, je te pose une question, j'en sais rien, peut-être pas, mais... alors si, quand même beaucoup, mais oui, ça me plaisait, c'est une bonne question. Oui, ça me plaisait parce que j'ai aussi développé à cette époque-là une activité de formation, donc pour transmettre, accompagner. Donc c'est une association qui travaillait beaucoup avec les bénévoles aussi. Donc il y avait toute une dimension justement sur le savoir-être. C'est l'Institut Inviam ? C'est autre chose. Alors, pour les formations, c'était Inviam, oui, mais ça dépendait de l'association Captif La Libération, le poste dans lequel j'étais. Et donc, il y avait aussi tout cet aspect-là d'accompagner justement le savoir-être en fait et l'acceptation de nos limites et de notre impuissance, parce que là c'est des publics avec lesquels on peut pas, enfin la cape de sauveur était partie depuis longtemps. donc il y avait aussi cette dimension là à accompagner avec les équipes. D'accord. Et là j'ai vu sur ton site, on en parlera tout à l'heure, que tu as un axe très fort autour de l'accompagnement de femmes. Mmh. Dans le cadre de ton métier d'éducatrice spécialisée, est-ce que c'était déjà le cas aussi ? Ça s'est imposé à moi. Ça s'est imposé, c'était pas un choix. Non, c'est ça, je dirais, depuis la prévention spécialisée à peu près, parce que les jeunes filles sont très invisibilisées dans les quartiers, et donc ça faisait partie d'un des objectifs de l'association qui m'employait d'aller à la rencontre des jeunes filles, et à partir de là, il y a quelque chose un peu qui comme ça s'est vraiment imposé en fait, et finalement je suis passée de la prévention spécialisée aux femmes en situation de prostitution parce que ça restait la rue, et en fait j'avais goûté au milieu ouvert et à aller vers les personnes dans l'environnement où ils étaient en fait, et donc c'est une pratique dans l'éducation spécialisée qui est assez particulière, parce qu'on n'est pas dans une structure en fait, dans un établissement, et c'est finalement, ça aurait pu être un autre public en fait. Ce que j'avais envie de garder, en tout cas, c'était vraiment le luxe entre guillemets de pouvoir rencontrer les gens dans la rue, et donc quelque part, en tout cas, j'ai un grand amour pour la liberté, et en fait le principe sur lequel ça se base, c'est la libre adhésion. Donc en fait, et ça se retrouvera, si on en parle, dans le rire. Il y a quelque chose qui marche vraiment quand les gens adhèrent en fait. Donc, dans la libre adhésion, tu veux dire que les gens ils se sentent pas forcés d'être accompagnés. Exactement. C'est un choix de leur part. Oui, c'est ça. Qu'ils viennent vers vous. C'est ça. C'est parce qu'il y a une relation, il y a un lien progressivement de qualité, et puis voilà, de la confiance qui se crée, et puis un droit à l'erreur, et ça aussi ça me tient beaucoup à cœur, le droit à l'erreur. Donc si on se rencontre lundi, que on se donne rendez-vous mercredi mais que t'es pas là, on peut se revoir vendredi, c'est pas grave puisque je serai à nouveau là. Donc il y a une constance dans la présence dans la rue qui permet en fait aux personnes de faire un pas en avant, deux pas en arrière, et puis d'avoir le droit de rechuter, de pas culpabiliser la personne si elle n'est pas présente, c'est ça ? Exactement. D'accord, ok. On va poursuivre un petit peu après la pause musicale, mais on va quand même faire une petite pause musicale, car là on arrive bientôt à 30 minutes. Alors tu as fait 2 choix musicaux, je te laisse choisir la première, et si tu le souhaites, tu peux expliquer. Alors laquelle tu veux en premier ? Eh bien, Les gens qui doutent. Alors, Les gens qui doutent, version Colline Rio. Donc, pourquoi ce choix ? Parce que j'aime les gens qui doutent. D'accord. Et parce que ça me tient beaucoup à cœur aujourd'hui, justement, de défendre l'imperfection et le doute et le raté et le droit à l'erreur. Donc, voilà, je trouve que... Et en plus, elle est très poétique. Alors, la version originale, c'est Anne Sylvestre, mais là, c'est la version par Colline Rio, Les gens qui doutent. On se retrouve dans 3 minutes. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils ne semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui, sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Cause commune 93.1. Psst, on aimerait vous rencontrer. Ça vous dit ? Cause commune ouvre ses portes chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 pour une soirée radio ouverte. Venez découvrir le studio, nous rencontrer, discuter. L'adresse du studio, 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. Soirée radio ouverte chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. On se voit bientôt ? Eh bien écoutez, on se voit le 5 juin parce que la prochaine soirée radio ouverte, c'est dans 2 jours, vendredi 5 juin. Nous venons d'écouter Les gens qui doutent, version Colline Rio. Vous êtes toujours sur l'émission Chemin de Traverse sur Radio Cause Commune 93.fm et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. J'en profite pour préciser tout de suite que la semaine prochaine, nous n'aurons pas d'invité, ça sera une spéciale musicale et avec Mehdi, nous ferons une spéciale musicale chanson française engagée et il y aura notamment du Anne Sylvestre. La chanson originale Les gens qui doutent étant de Anne Sylvestre, mais ça sera une autre chanson qui sera diffusée la semaine prochaine. Donc nous sommes toujours avec Virginie Lemignon, ex-éducatrice spécialisée devenue apicultrice, et on va aborder l'apicultrice tout à l'heure, mais on va finir quand même sur la partie éducatrice spécialisée. Donc juste avant la pause musicale, tu parlais notamment que tu avais fait des formations et que tu travaillais beaucoup notamment auprès de personnes dans la rue, que c'était vraiment ce qui était ta motivation. Mais néanmoins, à un moment, ton corps va dire stop. Alors comment ça va se passer ? Est-ce que ça va être tout d'un coup ? Est-ce que ça va devenir progressivement ? Et tu dis, alors sur ton site, j'ai vu que voilà,
Mon corps me dit stop, je ne peux plus travailler, je réalise que je suis devenue sérieuse, rigide et grave dans ma mission de cadre du médico-social. Alors quand on te voit là, on a du mal à croire que tu puisses être sérieuse, rigide et grave. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était d'un coup? Est-ce que c'est un événement qui a produit ça? Est-ce que c'était progressif? Raconte-nous ça. Alors, ce qu'il y a de pervers avec le burn-out, c'est que ça, t'es dans un tunnel, mais tu sais pas que, voilà, t'as pas conscience d'être dedans. Et donc, mes proches pourraient dire que c'était progressif, que eux l'avaient vu venir. Par contre, moi, j'étais pas du tout, j'étais dans un déni total. Complètement total. À Noël, je disais que je laisserais mon poste pour rien au monde. Et en janvier, mi-janvier, je pouvais plus me lever. Un matin, j'ai pas pu me lever, j'étais en larmes. Et ça a été le début de la fin, entre guillemets, en tout cas, d'une longue période de repos. Donc t'as été mis en arrêt maladie, c'est ça? Ah oui, j'ai été arrêtée plusieurs mois. Et puis, alors c'est difficile à décrire, mais il y avait beaucoup de honte. Et puis une perte de mon identité. En fait, ça, je le comprends maintenant. Hein, mais qui je suis si je ne suis plus une professionnelle? Qui suis-je? Tu n'es plus une super-héroïne? Eh ben non, c'est ça, exactement. Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu étais une super-héroïne. Exactement. Donc, c'est un peu ça? Je ne suis plus une super-héroïne, mais qui suis-je si je suis pas une super-héroïne, en fait? Qui suis-je si j'ai plus ce travail pour me définir, si je produis plus aussi, hein, ma place si tu dans la produis société. plus, c'est marrant comme expression dans un milieu d'EduxP. J'avais quand même des missions. Il fallait faire tenir. Il y avait quelque chose aussi fallait faire tenir la baraque, quoi. Enfin, t'as parlé de contrôle tout à l'heure. Il y avait vraiment quelque chose aussi de cet acabit-là. Mais est-ce que c'est le poste justement de direction ou d'encadrement qui a généré ça ou pas du tout? Ou tu n'en sais rien? C'est possible, mais je pense que c'est un cumul de causes, le stress, l'environnement, parce que les dernières années, je travaillais sur Pigalle et les maréchaux nord. Donc la prostitution, c'est quand même un environnement où on travaille la nuit, donc en horaire décalé, et qui est aussi très chargé. Enfin, voilà, c'est assez dark, hein, comme environnement de travail et de rencontres. Donc, plus l'augmentation des missions, plus le fait que, comme je disais tout à l'heure en plaisantant, mais c'est vraiment pas une blague, effectivement, je me prenais très au sérieux dans ce que je faisais. Donc tout ça s'effondre. Un matin de janvier 2017 et je sais plus qui je suis. Donc ça a été vraiment une profonde remise en question de qui j'étais et également de où j'étais, puisque je pense que l'environnement de vie aussi, je vivais à Paris 11e à l'époque et la pollution sonore, le stress ambiant, la vie en ville a aussi contribué, je pense, à augmenter mon stress, en fait, parce que j'étais constamment à flux tendu, en fait. D'accord. Donc, tu es en arrêt maladie pendant plusieurs mois. Est-ce que tu dis, je vais aller voir des professionnels, de l'accompagnement? Comment tu gères ça? Enfin, comment tu gères ça? Oui, comment tu gères ça, en fait? Ouais. J'ai été accompagnée par l'hypnose, notamment. D'accord. À l'époque, je cherchais à arrêter de fumer. Donc c'est l'hypnothérapeute, en fait, qui m'accompagnait à ce moment-là, qui a finalement accompagné plus, je me souviens de séances sur la notion de plaisir, et de permission. Voilà, donc ça. De permission, c'est-à-dire. Oui, de me donner la permission de kiffer, en fait, et de faire des choses pour le plaisir, en fait, même en arrêt maladie, parce qu'il y avait aussi beaucoup de culpabilité, hein, dans cet arrêt, donc je me sentais inutile, et puis j'étais pas capable d'aller voir en face mes collègues, mes employeurs, voilà, c'était quand même. Est-ce que tu ressentais une culpabilité par rapport aux gens que t'accompagnais? Genre, je les laisse tomber? Non, c'était plus par rapport aux équipes. Plus par rapport aux équipes. Ouais. D'accord. Ouais.
C'est intéressant ça, d'accord. Donc hypnothérapie, autre chose ou... Gestalt, la Gestalt thérapie qui est une thérapie qui est basée sur le comportement et donc et sur l'expérience en fait. Donc et là en fait au travers de ça, je découvre que j'ai très peu de contact avec mes ressentis corporels et avec mes émotions en fait. Donc et en fait si maintenant, avec le recul, je peux l'expliquer, le fait de avoir complètement abandonné les activités d'expression et l'art pendant toutes ces années-là. Ah, c'est-à-dire que tu faisais plus de danse, plus rien? Non, okay, plus rien. Ouais. Et donc, je chantais un peu, mais vraiment très ponctuellement. Et du coup, j'avais plus de soupape, en fait, aussi physique et artistique. Et sans doute que ça a contribué. C'est sans doute que ça a accumulé dans le corps, alors qu'avant, finalement, la danse ou autre aurait permis d'expulser. Exactement. Parce que finalement, le rire peut-être a permis après. Exactement. D'accord, ok. Et sur ton site, je sais plus trop où, à un moment, j'ai vu un papier où tu dis, enfin un article où tu dis, je tape dans un moteur de recherche comment rire de soi. Exactement. Et la suite m'a beaucoup amusé. Ouais. Alors je te laisse la raconter parce que c'est le début de la suite justement, la suite de ta vie. Ben oui, en fait, je tape dans mon moteur de recherche comment rire de soi parce que vraiment je sentais que j'avais besoin un peu de déglinguer ça en fait, voilà, et puis de faire tomber le masque en fait, voilà, et vraiment cette démarche là. Et en bas de ma rue, rue Charonne, il y avait un club de rire, donc je passe la porte du club de rire. Donc en 2017, il y a un club de rire rue Charonne. Ouais. D'accord. Et c'est en bas de chez toi. Oui, et c'est en bas de chez moi. D'accord. Et donc, je découvre le yoga du rire et la rigologie avec Émeric Astier. Et je tombe amoureuse. Alors déjà, je me fais beaucoup de bien. Je ressens une bouffée de gratitude. Et puis, je tombe sur des gens ouverts. Après 1 heure, j'ai l'impression de tous les connaître. On se tombe dans les bras. Et il y a beaucoup de proximité et de familiarité, alors qu'on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam et que c'était des Parisiens comme moi, enfin voilà. Et donc je tombe amoureuse de cette discipline. On est en 2017, oui c'est ça. Donc fin 2017, je me forme au yoga du rire. Avec Émeric. Et puis en 2018, je passe à la rigologie, puisque on en parlera peut-être, mais en tout cas, c'est une discipline plus complète pour moi que le yoga du rire. Alors en fait, on peut parler tout de suite parce qu'il faut quand même un peu définir ce que c'est. Mais j'ai juste revenir à ce que tu disais sur cette séance d'1 heure et des gens qu'on se connaît pas, puis là, on a l'impression presque d'être une famille en tout cas. Et c'est vrai que c'est marrant quand nous on a fait l'atelier intergénérationnel. Donc c'était pas avec toi parce que c'était avec Catherine Delanoë à Paris, donc pas très loin d'ailleurs du studio. J'en parlerai à la fin. Et c'est vrai qu'au bout d'1 heure, on avait un sentiment de proximité avec les gens. Alors on expliquera à la fin d'ailleurs comment se passe ce genre d'atelier, et c'est vrai que c'était assez marrant, quoi. Enfin c'était très intéressant avec des gens très très différents, avec des ressentis très très, très différents. Mais tu vas nous définir ce que c'est que le yoga du rire et la rigologie, parce qu'effectivement moi quand j'ai entendu parler de ça la première fois, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc franchement. Alors yoga, on commence par quoi? Yoga du rire ou rigologie? Parce que comment ça s'articule? Alors historiquement c'est le yoga du rire. Alors, qui est né d'abord, qui est né dans les années 90 en Inde. C'est un médecin Madan Kataria, il s'appelle, qui a créé cette discipline en constatant que ses patients joyeux guérissaient mieux et plus vite que ses patients tristes. Donc il a fermé son cabinet et puis il a réuni des gens pour rire. Donc au départ, il a cherché un petit peu, tâtonné, et puis en fait, sa femme est prof de yoga, et donc il avait par elle cette connaissance de suivre sa respiration, etc. Et donc est né le principe du rire sans raison. Donc le yoga du rire, c'est vraiment l'idée que le rire est un réflexe corporel et qu'on peut le déclencher volontairement. Donc sans rien faire de spécial en fait, à part en respirant. En respirant, voilà, c'est ça. Ouais. Donc le rire en fait, ce n'est qu'un son sur une expiration. Si je fais je ris en fait. D'accord. Et parce que je vais stimuler de cette manière-là, alors il y a bien sûr l'espièglerie qui va avec, le fait d'ajouter des mimes, et puis l'intention de rire de soi aussi et de se connecter aux autres, qui fait partie du yoga du rire. Donc
tout ça va faire des séances où on va alterner des respirations, des rires déclenchés. Mais comme on stimule notre diaphragme, le rire naturel arrive assez vite en fait, parce que en plus il y a beaucoup de ridicule. Donc du coup on va assez vite rire de soi et du ridicule que ça provoque. Mais il faut encore faut-il accepter de rire de soi, de se mettre dans une situation de ridicule devant d'autres personnes. C'est pour ça que je vous parlais de liberté tout à l'heure et d'adhésion. D'accord. Donc, la liberté. C'est vraiment important que les personnes, quand je vais en entreprise par exemple, j'indique aux commanditaires que l'activité ne peut pas être une surprise, par exemple, pour que vraiment les gens qui sont là aient choisi d'être là. Parce qu'en plus, il y a des gens qui ont honte de leur rire. Bien sûr. Ou quand même honte de rire. Ou des fois honte de rire de certaines blagues. Voilà, c'est un domaine très, très intime. Ouais. Et ce qui est très intéressant avec le yoga du rire, c'est que justement, on n'a pas du tout besoin d'avoir de l'humour. Ça traverse toutes les cultures. Il y a des centaines de clubs de rire dans le monde aujourd'hui, parce que c'est pas culturel. En fait, l'humour, c'est culturel parce que voilà, c'est des blagues, des codes qu'on a en commun. Le rire, c'est quelque chose qu'on a dans notre corps de la naissance jusqu'à notre mort. Et quand on voit un petit enfant, les bébés à partir de 6-8 mois commencent déjà à rire sans humour. Ils ont vraiment pas besoin qu'on leur raconte des blagues pour rire. Et d'ailleurs, c'est des rires irrésistibles, les rires de bébé. Donc c'est notre soupape qu'on a. Et puis en plus, c'est un cocktail d'hormones qui irradie dans notre corps quand on a un fou rire. Tout le monde a le souvenir d'un fou rire qui lui a fait grand bien. Donc ça a vraiment des vertus très bonnes pour le corps. Et qui est souvent communicatif. Et en plus, communicatif. Et c'est un des chemins le plus court entre deux personnes, le rire aussi. Ouais. Donc ça, c'est le yoga du rire. Et la rigologie, c'est quoi alors ? La rigologie, c'est une discipline psychocorporelle ludique qui permet la reconnexion à notre énergie vitale et à notre joie de vivre. Elle a été créée par Corinne Cosseron, donc c'est une Française qui en 2002 anime du yoga du rire. C'est une des premières à s'être formée au yoga du rire en France et qui constate que tout le champ des émotions si vous voulez, quand on ouvre la boîte à rire via le yoga du rire notamment, on maîtrise pas quelle émotion va sortir. Et donc elle va se concentrer sur cette dimension-là de libération émotionnelle liée au rire, et elle va se former à différentes disciplines. Donc aujourd'hui, la rigologie se compose de 5 piliers qui sont donc la fameuse libération émotionnelle, la psychologie positive, la sophrologie ludique et les jeux, la pleine conscience et le yoga du rire. Donc, dans une séance de rigologie, on va pas uniquement provoquer notre rire, on va aussi beaucoup jouer pour pouvoir connecter à notre joie et notre rire naturel de façon, active, parce que ça engage. Comment ? Et de façon ludique aussi. Et de façon très ludique, oui. C'est vrai que dans l'atelier qu'on a fait, au début, quand on m'a dit qu'on allait faire ça, je me suis dit, on va se forcer à rire, on va faire quoi ? Et en fait, on arrive et donc Catherine Delanoë nous dit qu'on va faire différentes scènes en fait. On va jouer différentes scènes, notamment au moment où on doit jouer collectivement un sorte de monstre avec chacun sur son tour, etc. Et en fait, ça fonctionne. C'est-à-dire que et sur la partie libération émotionnelle, ce qui m'avait surpris, c'était qu'en fait, j'avais l'impression qu'il y avait des gens quasiment qui pleuraient à certains moments, ou en tout cas, on sentait qu'une émotion très très forte qui sortait. Oui. Alors qu'en fait, elles étaient en train de rigoler. Oui. Oui, et on peut pleurer de rire. C'est vrai que c'est insoupçonné en fait, mais ça peut être très puissant. Et en t'écoutant, je me disais, quand on rit et quand on joue, ce sont des moments aussi où le mental, on peut pas penser à autre chose. En fait, essayez de penser à quelque chose pendant que vous êtes en train de rire. En fait, le mental est complètement happé
en fait, et c'est pareil avec le jeu, en fait, quand on est à fond dans un jeu. Et donc, pendant 1 heure, vous êtes mis en situation où votre mental, il peut se reposer, en fait. Et vous engagez votre corps, vous êtes en situation où il n'y a pas d'enjeu, où en plus, on est mis en situation de se tromper, le fameux droit à l'erreur, de rire de soi, d'être un peu ridicule, et donc d'être hyper libre. En fait, il y a quelque chose. Le directeur de l'école du rire, Julien Péchaud, il dit que une séance de rigologie, c'est une grande récréation entre adultes consentants. Donc, et c'est vrai que ça ressemble à ça, c'est qu'on va être vraiment dans tous les possibles, toutes les folies aussi. Et puis, alors, comme moi je suis clown de théâtre en plus maintenant, j'emprunte beaucoup au clown, au mime. Tout le bagage dont je parlais tout à l'heure aussi fait partie de la boîte à outils maintenant. Alors, j'ai posé des questions un peu provocantes, mais bon, on en a parlé juste avant l'émission, parce qu'on est quand même sur une radio associative et militante aussi, quelque part. L'un des reproches, enfin pas l'un des reproches, mais en tout cas quand on entend parler de ça, on peut ou d'autres activités de ce genre, on peut se dire, bon, finalement c'est une injonction au bien-être, et c'est du développement personnel individuel. Alors qu'en fait, on en a discuté avant l'émission, c'est pas du tout ça. Et ça, ce qui m'intéresse, c'est quel aspect politique tu vois là-dedans dans cette action, enfin, dans la rigologie, dans le yoga du rire et dans tout ce que tu proposes aujourd'hui et qu'on détaillera après. Et ben justement, la rigologie, elle n'appartient pas au champ du développement personnel, mais vraiment plus à celui de l'épanouissement collectif. Et je me retrouve beaucoup là-dedans. Après, donc je me suis installée avec mon entreprise qui s'appelle l'Atelier qui ose en 2023, vraiment officiellement, avec l'art-thérapie qui est arrivée plus tard, etc. J'ai eu une question de sens sur cette activité après 1 an et demi d'activité. Sans doute parce que justement, en tant que travailleur social, je me sentais actrice sociale et que en ayant mon activité indépendante, j'étais seule de mon espèce en plus. Donc c'est cette dimension de quel sens ça a et est-ce que c'est un leurre en fait et en plus entre les injonctions au bonheur, on se souvient du livre Happycratie par exemple, et puis l'individualisme qui est rattaché au secteur du bien-être. L'un des points de bascule dont je te parlais, ça a été le livre de Camille Test, Politiser le bien-être, et qui m'a fait beaucoup de bien pour rattacher mon activité au monde en fait en général et le monde du bien-être en particulier pour comprendre en fait que le bien-être est perçu, enfin comment dirais-je, à la fois, ça peut être le levier de l'individualisme, en fait, et puis en tant que blanche, privilégiée, voilà, je sais de quoi je parle, alors que ce que je souhaite et ce que Camille Test décrit dans son livre, c'est vraiment accompagner l'émancipation des personnes, en fait. Je disais tout à l'heure, oser, c'est le début de la liberté. On est à l'atelier qui ose, donc il y a cette dimension-là d'une part. Il y a la dimension du corps aussi, en tout cas le fait qu'elle revendique une place pour tous les corps. Et ça, c'est important aussi pour moi en tant que personne grosse de promouvoir en fait cette place pour tous les corps dans toutes les activités. Et puis pour aller un peu plus loin par extension, le fait que la joie c'est politique dans ce sens où ça nous donne de la force pour résister en fait. Il y a la joie militante. Exactement. Ouais, je sais plus quelle militante qui disait je ne peux être militante que si on danse, que dans la danse. Ouais, c'est notamment, ça. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Ouais. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse une pause musicale. Ouais. Je relayerai les questions que je viens de voir passer sur le salon web après la pause musicale. Ne vous inquiétez pas. Je surveille, Julie surveille aussi. Donc le deuxième titre, alors là je ne connaissais pas du tout. La chanteuse, on la connaît parce qu'on la connaît sous le pseudo de Marie Saint-Filtre. Ouais. Mais là c'est sous son nom de Marie Benoliel. Donc Je veux rire.
Bon, je te demande quand même pourquoi tu as choisi cette chanson. Parce qu'elle me touche et puis qu'elle est à la fois... faut l'écouter, en fait. Alors, il faut l'écouter, puis il faut aussi regarder le clip, n'hésitez pas, Oui. parce que c'est un plan séquence et c'est un très beau clip. Donc, c'est Je veux rire par Marie Benoliel. On se retrouve dans 3 minutes. Belle soirée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Si seulement je pouvais rire tout le temps, quel que soit le moment, rire de toutes mes dents. Moi j'aimerais rire de tout, c'est indécent. Mourir de rire à en mourir de déchirement. Si seulement je pouvais rire quand je n'y crois plus, et quand tout ce que j'aimais a disparu, quand il ne reste plus rien que mon chagrin, mes yeux pour pleurer sans lendemain. Je veux rire, moi, je veux rire pour te faire rire. Aussi mon rire pouvait te guérir, sécher tes larmes, les anéantir. Je veux rire, moi, je veux rire pour te faire rire. Aussi mon rire pouvait te guérir, sécher tes larmes, les anéantir. Moi je veux rire comme une enfant, un rire méchant d'adolescent, pour me venger en me moquant de tous les grands à leurs dépens. Moi je veux rire pleine de larmes, rire quand d'autres prennent les armes, et on pourra dire que je suis légère, je rirai plus fort pour les faire taire. Moi je veux rire à faire trembler la terre, et qu'on entende dans tout l'univers mon cri de guerre comme une prière. C'est une armée entière à coups de tonnerre. Je veux rire, moi je veux rire pour te faire rire. Aussi mon rire pouvait te guérir, sécher tes larmes, les anéantir. Je veux rire, moi je veux rire pour te faire rire. Aussi mon rire pouvait te guérir, sécher tes larmes et les anéantir. Cause Commune 93.1. On aimerait vous rencontrer. Ça vous dit ? Cause Commune ouvre ses portes chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 pour une soirée radio ouverte. Venez découvrir le studio, nous rencontrer, discuter. L'adresse du studio, 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. Soirée radio ouverte chaque premier vendredi du mois à partir de 19h30 au 22 rue Bernard Dimet, Paris, 18e arrondissement. On se voit bientôt ? Eh ben écoutez, on se voit le 5 juin, c'est la prochaine soirée radio ouverte. Nous venons d'écouter Je veux rire par Marie Benoliel. Vous êtes toujours sur Chemin de Traverse, sur la radio Cause Commune, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France, partout dans le monde sur causecommune.fm. Nous sommes toujours donc avec Virginie Lemignon, ex-éducatrice spécialisée devenue apicultrice. Il nous reste une petite demi-heure. Alors je vais relayer que la première question pour le moment, parce que alors là, il y en a 3 qui s'enchaînent avec des textes assez longs, mais je vais relayer la première question donc, qui est posée sur le salon de la radio. Alors, je vais prendre le temps de la lire. Hein. La profession de l'invité ne consiste-t-elle au fond qu'en la mise en place d'un processus d'acceptation joyeuse, voire enthousiaste, par les employés, de la compétition au sein de leur entreprise au détriment de la coopération et du respect de la personne? Virginie Lemignon. Oui. Merci pour cette question pleine de sens. Oui,
comment dirais-je, c'est très juste, effectivement. Quand on intervient en entreprise, il peut y avoir cette dimension d'instrumentalisation des activités de bien-être comme des pansements sur des jambes de bois. C'est tout à fait juste. Hein. Donc après, j'ai envie de répondre, tout dépend qui l'anime. Et on peut aussi avoir du recul. Comment dirais-je, c'est pas moi qui vais défaire la compétition qui existe dans les entreprises et on peut développer, je pense, avec le rire aussi la coopération et le respect de la personne. Et là, juste un petit exemple. J'aime bien demander aux gens en entreprise de venir en tant que personne et pas en tant que fonction, et donc que les cadres par exemple et que tout le monde soit mélangé en fait. Et moi je sais pas qui est qui en fait dans le groupe, et donc ça met quelque part tout le monde à la même enseigne. Et on parlait tout à l'heure du ridicule et de faire tomber le masque et d'être juste un humain qui joue. Une fois que on a vu son supérieur et qu'on a partagé avec ses collègues compétitifs ce genre de situation, si toutefois ils étaient partants pour le faire, hein, on parlait de l'adhésion et tout le monde n'a pas envie de se tourner en ridicule devant ses collègues, et bien dans ce cas-là, on peut peut-être se proposer d'habiter le monde tel qu'il est en fait, et avec toutes ces logiques discriminantes et compétitives, sans forcément renoncer à le changer. Voilà, et donc il y a aussi ce message-là dans ce que je propose. D'accord. Je vais relayer une deuxième question, Ouais. Et ensuite je vais te demander un peu aussi de nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui, parce que Ouais. voilà, après, mais je vais quand même relayer la deuxième question qui est, alors, la prolifération des professions liées au développement personnel ou au coaching collectif en entreprise, souvent exercée par des personnes elles-mêmes en reconversion professionnelle, n'est-elle pas révélatrice d'une société qui écarte, voire rejette, les plus de 45 ou de 50 ans ? Alors, c'est une bonne question. Alors, je suis pas sociologue, donc c'est de mon petit point de vue que je donne un avis. Hein, mais est-ce que ça les écarte du secteur, du champ professionnel? C'est ça. Hein, Est-ce que c'est pas révélatrice d'une société qui écarte, voire rejette les plus de 45 ou de 50 ans ? Peut-être, oui. Et en même temps, il y a une vraie précarisation des personnes qui se reconvertissent justement et qui travaillent comme ça en indépendante. Moi, je suis personnellement en coopérative d'activité d'emploi, et bon nombre des professionnels du bien-être ou pas, hein, d'ailleurs, mais en tout cas, si on reste sur ce secteur-là, qui sont rentrés en même temps que moi, n'ont pas forcément pu faire perdurer leur activité. Donc, il y a aussi, enfin, à la fois les plus de 50 ans sont mis de côté et invisibilisés, mais n'ont pas pour autant, malheureusement, d'avenir durable dans ces secteurs-là, malheureusement. D'accord. On va parler de tes activités actuelles. Ouais. Mais déjà, une première question, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus en région parisienne. Donc, est-ce que ton déménagement dans la Vienne, alors pas très loin de Poitiers, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pas très loin de Poitiers, c'est lié à ce changement d'activité ou c'est rien à voir ? C'est concomitant, je dirais. Et après, l'une des activités que j'ai commencé à développer ont été permises parce que je me suis formée à Poitiers, mais c'était plus un concours de circonstances. On est parti avec mon compagnon parce que on avait besoin de vivre plus proche de la nature. Donc c'est vraiment la dimension pollution et pollution sonore et stress de la ville qui nous a amené à quitter Paris. D'accord. Et donc donc tu as créé donc l'atelier Kiose. Kiose, c'est K-I-Y-O-S-E. Le lien est dans la page consacrée à l'émission, évidemment. Donc tu es dans une coopérative. Oui. Tu l'as dit. Et donc quels sont globalement les activités que tu proposes et à qui en fait? Parce que là on a parlé l'accompagnement en entreprise, mais je crois que tu accompagnes aussi des particuliers. Donc
Quelles sont tes activités et pour qui ? J'aime bien dire que j'accompagne entre profondeur et légèreté. Donc la légèreté, on en a déjà parlé avec le rire, la danse, et au niveau de la profondeur, j'accompagne la recherche de sens, le burn-out évidemment, et le deuil. Le centre vraiment, et c'est pour ça que je me suis définie comme apicultrice, le cœur, c'est vraiment la joie. L'élan vital, de prendre soin de ça. Donc je vais en structure médico-sociale pour des ateliers de clown, pour des ateliers d'art-thérapie, puisque la formation à Poitiers, c'est la faculté de médecine de Poitiers qui a un DU d'art-thérapie. Donc ça m'a permis en fait d'officialiser ce mariage entre le théâtre et puis le travail social, en tout cas l'accompagnement. Est-ce que tu peux préciser peut-être justement ce que c'est que l'art-thérapie ? L'art-thérapie, c'est le fait de mettre l'art au service j'allais dire, d'une dimension thérapeutique ou d'accompagnement. C'est un média qui va être entre le thérapeute et la personne accompagnée et qui permet de s'exprimer autrement que par le langage, en fait. Donc ça peut passer par de l'écriture, par du dessin, par de la danse, par du clown. Donc moi, mon cœur de travail, c'est vraiment le corps et le clown. Et puis après, je me suis formée au journal créatif, qui est une technique plutôt d'art plastique et de journal intime qui utilise du mix média, de l'écriture. C'est quoi ? C'est du collage, de la peinture, du dessin. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt ce que je fais en structure médico-sociale. Je vais aussi en EHPAD, par exemple. Donc soit pour du yoga du rire, soit pour de l'art plastique. Et puis j'ai mon cabinet chez moi où je reçois des groupes et des individuels pour des stages. Donc je peux aussi accueillir, donc ça m'arrive d'organiser des retraites ou des séjours, voilà. Et donc soit avec les particuliers, soit avec des structures partenaires également. Et les stages, ça peut être à la journée, à la demi-journée, ça peut être de l'accompagnement individuel. Et puis enfin, la partie entreprise dont on a déjà parlé, où là, c'est en particulier le rire, les activités de yoga du rire et de rigologie. D'accord. Et sur l'animation d'ateliers, notamment collectifs, est-ce que ton expérience d'éducatrice spécialisée t'a été utile ? Bien sûr, bah oui. Je pense que toute l'expérience en fait sert en fait tout ce qu'on a vécu, tout ce qui a et puis tous les stages aussi que j'ai moi-même pu vivre, que ce soit en tant que étudiante, en tant que artiste, et puis les stages de clown qui m'ont fait beaucoup grandir aussi ces dernières années. D'accord. Avant que j'oublie, parce que j'avais la question tout à l'heure, puis j'ai oublié de la poser. Donc, comme j'ai expliqué en début d'émission, tu participes à la formation donc d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés, donc que suit notamment ma grande fille, donc à Paris. Oui. Est-ce que c'est toi qui as proposé l'atelier, enfin ou la formation rigologie, ou est-ce que c'était déjà intégré dans le cursus de cette école ? Non, c'était une première. Je crois que c'était même une première en France. Hein. D'accord. Okay. Au niveau des IRTS, en tout cas à ma connaissance. Et j'en ai d'ailleurs parlé puisque j'interviens pour d'autres cours à l'IRTS de Poitou-Charentes. Et donc, je leur ai fait savoir qu'il y avait ce partenariat avec l'IRTS Parmentier. Alors, l'IRTS, c'est le nom de l'école. Je ne sais plus ce que ça veut dire. C'est Institut Régional de Travail Social. D'accord, ok. Et du coup, à Parmentier, c'était par l'intermédiaire d'un ancien collègue qui en fait a connaissance de ce que je suis devenue. On a travaillé ensemble en tant qu'éducateur spécialisé. Et
et donc qui finalement m'a coopté. En fait, il y avait de la confiance parce que j'étais une ancienne éducatrice spécialisée. Donc qui a parlé de cette activité à ses collègues pour que ça puisse rentrer dans les techniques éducatives. D'accord. Et c'était pas un cours obligatoire, c'est ça? C'était un. Non. Alors peut-être que j'ai une question. Je sais pas si en fait il y a une étudiante et un étudiant de l'école qui sont là avec nous. Est-ce que l'étudiante elle veut expliquer pourquoi elle a choisi de suivre à un moment cette formation ou pas? Hein? Ouais. Julie, est-ce que tu peux activer le micro de Loïs, s'il te plaît? Donc Loïs, qui est ma grande fille. Bonjour. Donc c'est toi qui m'as parlé la première fois de Virginie Le Mignon, parce que tu as suivi cette formation dans le cadre de ta formation d'éduc spécialisée. Pourquoi tu as choisi finalement cet atelier, cette formation? Alors déjà, c'était pas un cours obligatoire. Enfin, c'était un cours obligatoire, mais on avait le choix entre plusieurs thèmes. Il y avait, par exemple, des percussions, de l'art visuel, etc. Mais nous, on allait en rigologie, en toute honnêteté, parce qu'on s'est dit, on s'est marré devant le nom. On s'est dit, on va y aller avec mes potes. On va passer une semaine trop cool, etc. Et la première fois qu'on a vu débarquer Virginie, on a un peu eu peur. On s'est dit, dans quoi est-ce qu'on est? Et en fait, ça a été, on a passé 9 jours, 12 peut-être. 9, vraiment assez incroyable. C'est la rigologie, c'est pour ça que moi j'avais proposé cette émission. C'est beaucoup plus profond que ce qu'on pense. Ça développe plein de choses et même pour nos métiers aujourd'hui, moi je sais que du coup mon collègue Nathan qui est à côté, mais qui ne souhaite pas parler, a mis en place dans sa structure une activité rigologie. Moi j'y pense aussi dans le futur parce que vu comment ça nous a aidé nous, je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. D'accord, donc c'était 9 jours bien utilisés, malgré qu'au départ, c'était l'idée juste de se marrer avec le nom. C'est ça, et au final, de retour des autres élèves, parce qu'après, on se présentait les médiations avec les autres groupes, et apparemment, tout le monde dit qu'on était la meilleure médiation. Il y avait plein de jaloux qui voulaient participer finalement à cette médiation. C'est-à-dire par rapport à d'autres types de médiation? Oui, parce qu'à la base, justement, en rigologie, il n'y en avait pas tant qui voulaient y participer, parce que ça faisait peur, alors qu'en fait, au final, quand on a présenté, ça a été plutôt bien accueilli. D'accord, super. Et Nathan ne veut pas parler. Donc, mais bon, Nathan l'applique dans sa structure et peut-être que Loïs l'appliquera plus tard dans sa future structure. Écoute, merci Loïs. Les gens qui viennent te voir, Virginie, est-ce que les gens ont des préoccupations communes? Est-ce qu'il y a des préoccupations qui reviennent souvent? Est-ce que c'est la fatigue, le stress, le manque de sens? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des préoccupations communes? Alors le stress évidemment. Enfin, en tout cas, le premier. Enfin, c'est le mal de notre époque, entre autres. Mais et ce qui est très intéressant avec les séances grand public, parce que j'ai pas dit que j'avais un club de rire à Poitiers, donc où, pour le grand public, donc où les gens viennent à la séance ou bien s'abonnent à l'année, mais c'est possible de venir une seule fois ou de temps en temps. Non pas forcément à me dire ce qui les amène. Je le sais progressivement, en fait, en apprenant à les connaître. Et souvent, ce sont des personnes qui manquent de rire, n'arrivent plus à rire. Rarement des personnes qui adorent ça et qui, du coup, viennent pour s'amuser et pour encore plus développer leur rire. Et puis, il y a des personnes avec des maladies chroniques. Et ça, on ne le dit pas assez, mais parmi les hormones dont je parlais tout à l'heure qu'on sécrète quand on rit, il y a les endorphines qui sont notre morphine naturelle. Et donc, des personnes qui ont des douleurs, de l'arthrose ou des maladies chroniques viennent aussi rire pour leur shoot d'endorphines, en fait, et atténuer les douleurs. Donc, c'est aussi possible pour ça. Ok. Et il y a un mot qui est revenu assez souvent, enfin en tout cas dans mes lectures, sur ton site et autres, c'est le mot lâcher prise. Ouais. Alors qui est assez concomitant, enfin qui est en lien beaucoup avec le contrôle, parce que finalement quand on est comme tu étais tout avant, donc super héroïne, sauveteuse, dans le contrôle, etc. L'inverse, c'est la difficulté de lâcher prise. On n'arrive pas à lâcher prise. C'est ça. Et donc, et j'ai l'impression que c'est un de tes mots-clés, en fait. Il y a oser, il y a le rire, mais le lâcher-prise, c'est quand même quelque chose qui est pas évident. Il faut être en sécurité pour lâcher prise. Il faut être en
confiance. Tout à fait. Pour... Quand j'écoutais Loïs tout à l'heure qui disait qu'il y avait des étudiants qui s'étaient pas inscrits parce que ça faisait peur, je comprends très bien parce que c'est une activité qui expose quand même. Hein. Donc après, tout est mis en œuvre pour que les personnes soient à l'aise. Donc, par exemple, il faut que ce soit une salle à l'abri des regards, qu'il n'y ait pas de public, que tout le monde soit à la même enseigne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, il y a des conditions. Et puis, évidemment, ma posture à moi, hein, qui va jouer beaucoup, à la fois dans mon énergie, dans le fait que je montre que quand je me trompe, par exemple, voilà, je suis vraiment dans ce lâcher-prise-là. Et puis, je l'ai aussi abordé tout à l'heure quand on parlait du jeu, mais en fait, tous les jeux que je vais proposer vont quelque part nous mettre en situation de nous prendre les pieds dans le tapis, en fait, d'une manière ou d'une autre, entre guillemets, hein, bien sûr, et avec bienveillance. Mais donc il y a beaucoup de jeux coopératifs, par exemple, donc il y aura jamais d'humiliation, évidemment, mais une mise en situation où en fait lâcher prise, en fait, ça va passer par le corps, ça va passer aussi par la libération émotionnelle dont on a parlé, et donc ça passe par lâcher, encore une fois, faire tomber le masque, en fait. J'aime bien dire dans ce que j'anime que c'est comme un mini laboratoire quelque part. L'espace que moi j'offre, que ce soit avec les ateliers de clown ou les ateliers de rire, ou ailleurs d'ailleurs, hein, même quand c'est de l'art plastique, on est là pour expérimenter. C'est comme un mini laboratoire où on peut observer comment on réagit, là où on est à l'aise, mal à l'aise, et où il n'y a pas d'enjeu en fait par rapport aux autres, au regard des autres, et le lâcher prise, ça passe aussi beaucoup par lâcher cette peur d'être jugé, d'être donc ça passe beaucoup par le regard des autres. Donc ce mini laboratoire, il nous permet d'expérimenter des choses, de se rendre compte que en fait, même ridicule, on tient debout, qu'on est mieux en plus, qu'on passe un bon moment, et donc que ça va pas nous faire perdre la face et nous effondrer totalement. Et donc c'est un apprentissage qui fait petit pas par petit pas, de séance en séance aussi. D'accord. Tout à l'heure, dans le cadre d'éducatrice spécialisée, on a parlé notamment de l'accompagnement auprès de femmes. Et je me suis demandé, en fait, sur les ateliers que tu organises, est-ce que tu proposes des ateliers en non-mixité choisie que pour des femmes ou que pour des femmes, parce que pour justement générer de la confiance, le fait d'être que entre femmes, avec pas d'hommes pour les juger, etc. Enfin, est-ce que tu proposes ça ou pas du tout? Sur la rigologie, ça s'est pas présenté parce qu'il y a quelques hommes quand même, et que ce serait dommage, entre guillemets, que ça leur soit pas proposé. En revanche, il y a tout un pan des stages que je propose sur le thème justement de oser être soi, que ce soit en retraite, en parcours, en accompagnement individuel, où là c'est entre femmes, oui. Ouais. Et il y a beaucoup de sororité pour le coup, et j'ai un grand amour des groupes, ça je l'ai pas dit non plus, mais dans le sens où ce qui se passe dans le groupe ne m'appartient plus en fait. Moi j'impulse des choses, je mets des outils à disposition, et après il y a vraiment des très beaux échanges et des belles rencontres, et puis de l'inter-aide, entre les participantes. Du lien qui se crée entre les personnes. Oui. On approche bientôt de la fin de l'émission, mais sur ton blog, j'ai vu un billet de blog qui m'a intéressé, parce que tout à l'heure, tu parlais de psychologie positive, qui est pas forcément toujours très bien vu, parce qu'on a beaucoup d'a priori négatifs, faux là-dessus. Ouais. Et en fait, tu as fait un billet de blog, je vais le lire en partie parce qu'il est relativement court, je vais te demander de réagir, c'est la joie est-elle un choix? Et dans ce billet, tu dis, si vous voulez être plus de joie dans votre vie, il y a une chose que vous devez arrêter maintenant. On croit à tort que la méthode Coué, je vais bien, tout va bien, est la recette du bonheur, et qu'il suffit de balayer les ressentis désagréables sous le tapis pour se concentrer sur le positif. Erreur, les émotions désagréables ont aussi une fonction. Donc dès maintenant, vous devez arrêter de vouloir absolument aller bien et vous mettre à l'écoute de ce qui est là, même le négatif. L'idée n'est de ne pas de rester avec votre émotion désagréable, mais de la laisser vous traverser et donc la laisser s'en aller.
Cette étape est hyper importante, c'est celle de la décharge émotionnelle, dont tu as déjà parlé, celle qui libère et fait ensuite de la place aux émotions agréables. Ouais. Ça m'a vraiment parlé, parce que il y a beaucoup de gens qui disent, oui, je vais bien, tout va bien, on se souvient des sketchs de certains, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça, la psychologie positive. Exactement. Et merci de partager cet aspect-là de mon travail, parce qu'effectivement, les émotions, comme ce que tu viens de dire, ont vraiment toute une fonction, et c'est un de mes apprentissages aussi de ce burn-out, de ce parcours. J'ai pas évoqué la métaphore du kintsugi encore. Alors vas-y, je sais pas ce que c'est, mais vas-y. Mais j'aime bien cette image. Vous savez, c'est porcelaine japonaise qu'on répare avec de la poudre d'or, et qui illustre, alors ce terme galvaudé de la résilience aussi, qu'on utilise à toutes les sauces actuellement, mais c'est une très belle image pour dire que c'est à travers nos cicatrices que la lumière peut passer, en fait. Et en fait, le billet que tu as lu m'évoque ça, c'est que c'est parce que les émotions désagréables vont nous traverser, qu'on va se laisser traverser par ça, qu'on va accueillir notre vulnérabilité, en fait, parce que ça nous rend quand même très très vulnérables de ressentir la tristesse, la colère, la peur, voilà, toutes ces émotions, et en fait, contrairement à ce qu'on croit, si on les met sous le tapis et qu'on contourne l'émotion, on ne fait que l'amplifier, lui donner du pouvoir, quoi. Alors que si je la laisse me traverser, peut-être que oui, ça va me rendre pas aussi belle que ce que je voudrais paraître. Mais en fait, ce sont ces cicatrices-là qui font notre authenticité et qui vont en plus permettre que la joie soit authentique. Et j'ai découvert aussi, je termine là-dessus, qu'en fait, les émotions désagréables, c'est la rançon des émotions agréables. Et que si je veux ressentir, en fait, si je veux ressentir la joie, si je veux ressentir l'émerveillement, si je veux ressentir la fierté, j'ai pas le choix d'accepter de tout ressentir, et donc y compris ce qui est pas agréable, quoi. Alors, avant d'oublier, et surtout parce que c'est important quand même, c'est pour découvrir la dirigologie, il y a plusieurs façons. Il y a notamment, si on est du côté de la Vienne, d'aller sur ton site, l'atelier qui ose. Mais pour les personnes qui sont à Paris, je conseille vraiment de tester l'atelier de rigologie intergénérationnelle qui a lieu un dimanche par mois. Alors en plus, il est vraiment à 5 minutes du studio. Le prochain, c'est le dimanche 14 juin 2026. Donc ça dure 2 heures, je sais plus. J'ai un doute. 1h30. Donc des enchaînements d'exercices ludiques, dynamiques, où ça dure 1h30. On passe un très bon moment. Et donc le prochain, c'est le 14 juin. Je sais pas si nous on ira. Si on y va, en tout cas, et que vous êtes là, je vous ferai visiter le studio après parce que c'est à côté. Et toi, si tu avais 1 ou 2 conseils à donner à des gens qui voudraient découvrir cette joie de vivre, la rigologie, Yoga du rire, ce serait quoi? Ça serait d'aller à un atelier, ce serait quoi? Ouais, c'est ça. D'aller à un atelier de yoga du rire ou de rigologie. En passant d'ailleurs, Catherine Delanoë, elle anime également des ateliers grand public et pas intergénérationnels. Oui, là j'ai parlé d'intergénérationnel parce qu'on était en famille, c'est vrai. Ouais, tu as raison. Le mardi et le vendredi soir au Hasard Ludique. Oui, tout à fait. C'est au Hasard Ludique à avenue Saint-Ouen, effectivement. Mais oui, de tester. En tout cas, si ça vous rend curieux, de tester. Puis après, sur le site de l'École internationale du rire, il y a également le Rigolo Zoom pour les personnes qui n'ont pas forcément de club de rire à proximité ou qui sont empêchés dans leur mobilité. Et donc, il y a toute une équipe de bénévoles qui offre des séquences de rire ou de yoga du rire ou de rigologie d'1 quart d'heure chaque jour. Il y en a plusieurs par jour. Et donc, vous cliquez, c'est gratuit et ça s'appelle le Rigolo Zoom. D'accord, alors je mettrai le lien sur la page de l'émission. Et d'ailleurs, je précise qu'il y a une vidéo sur la page de l'émission de 5-6 minutes qui montre justement ce que c'est qu'un atelier intergénérationnel avec Catherine Delanoë. Mais comme tu le dis, effectivement, au Hasard Ludique à Paris, elle fait aussi des ateliers grand public pour personnes seules, etc. Avant d'arriver sur les questions finales, je ne veux quand même pas oublier la question qui, je pose
à Cause Commune. Peut-on rire sur Cause Commune? Parce qu'en fait, c'est une bonne question. Hein. Et donc, c'est l'occasion de faire un peu d'autopromo pour une émission c'est Cause Chronique. C'est l'émission où l'humour prend le micro et tente le grand saut en direct. Donc, c'est un vendredi par mois, des humoristes viennent à l'antenne pour tester leur chronique, affûter leurs vannes et faire rire sans décor, sans scène, mais avec la même énergie. Au programme chronique humoristique, prise de risque, nouveaux talents et liberté totale de ton. Ici, on expérimente, on se marre, on apprend et parfois on bide, mais toujours avec style. Donc, c'est un vendredi par mois de 21h à 22h en direct, animé par Johan et Flora. Donc l'émission, c'est Cause Chronique. Vous regardez sur le site, il y a 4 podcasts, parce que c'est une émission récente, qui sont déjà disponibles. Et je vous la conseille parce que j'ai écouté les 4 émissions. On se marre bien avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Stand-upper ou stand-upeuse. Et puis voilà, on passe une heure vraiment très très bien. Avant les questions de fin, si j'ai une question quand même, c'est, je crois qu'à un moment tu t'es demandé si c'était à ta place ou je sais plus quelle expression t'as employé. Mais en fait, j'ai envie de te demander, est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui? Ouais, je pense. En fait, je l'ai prise puisque j'ai quand même inventé mon métier, quoi. Donc oui. Et puis de plus en plus, justement, avec cette dimension de revendiquer que c'est pas du tout une fuite, la joie, et que au contraire c'est une façon de lutter et de prendre des forces, et donc ça met du sens. En tout cas, moi je suis une grande chercheuse de sens, donc oui, je pense que oui. Et puis même en termes d'environnement, je suis quand même beaucoup mieux à la campagne. Loin de Paris, de sa pollution sonore et autres. Ouais. Et visuel et compagnie. D'accord. Est-ce que tu as des projets particuliers Est-ce que tu as déjà des ateliers que tu vas faire en plus, des nouvelles choses? J'ai un très beau projet l'année prochaine, puisque cette année, j'ai eu l'expérience d'aller nager avec les dauphins dans la baie de Sathaya en Égypte. Et je suis revenue de cette rencontre avec les dauphins. Et puis j'ai ri, évidemment, dans mon tuba. J'ai testé de rire avec les dauphins. Et je me suis dit, il faut absolument qu'à mon tour, j'emmène un groupe. Donc j'organise ça en avril 2027. Ah c'est super. Ouais, écoute, on l'annoncera, tu nous feras, comme ça on l'annoncera. Les questions de fin traditionnelles, est-ce que tu as envie de partager quelque chose qui t'a émerveillé, fait du bien dernièrement? Eh bien, la semaine dernière, cette année, je commence une activité de clown de soins. Donc, je disais tout à l'heure que pour moi, le théâtre, c'était pour le mettre au service des autres. Ça prend encore plus tout son sens là, puisque avec une collègue, nous allons en EHPAD notamment. En tout cas, là, c'était la première fois, et c'était extraordinaire. La rencontre avec les personnes, les résidents. On avait évidemment des petites appréhensions, un petit trac, et en fait, il y a absolument rien d'infantilisant. Une rencontre j'allais dire vraiment d'humain à humain, et que le personnage du clown permet avec beaucoup de liberté. Donc c'était vraiment un émerveillement et une grande joie. Super. Si tu avais la possibilité de parler à ton toi quand tu avais 10 ou 15 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu aurais des conseils à lui donner? À part ose. Alors, elle osait déjà, je pense. Oui, c'est ça, elle osait déjà, c'est ce que tu disais. Ouais. Mais oui, j'aurais envie de m'adresser à l'adolescente et puis de lui dire de pas lâcher les activités artistiques, en fait. Qu'il n'y a rien qui remplace ça, la musique, la danse, le théâtre. À l'époque, j'avais déjà un rire légendaire, et puis je l'ai perdu en route. Donc, je dirais aussi de prendre soin de son rire, parce que il s'est éteint pendant trop longtemps, et donc il est quand même, il fait partie de moi, quoi. Et puis j'aurais envie de lui dire que la vulnérabilité, ça fait partie de l'être humain, quoi. Donc de pas avoir peur de pas être parfaite. Et tous les super-héros et toutes les super-héroïnes ont tous et toutes des fêlures. Exactement. Un grand merci Virginie Lemignon, donc pour ton temps et ta confiance. Un grand merci à ma grande fille Loïs pour m'avoir fait découvrir la rigologie et d'être intervenue aujourd'hui. Merci aussi à Nathan pour ta présence, à Aurélie qui est de côté de la régie, et évidemment à Julie qui réalisait l'émission ce soir. Donc, et merci à vous auditrices et auditeurs d'avoir été avec nous pendant cet échange. C'est un merci sincère, parce qu'au fond, ce qui donne une vraie utilité, un vrai sens à notre échange, c'est votre présence, votre écoute, vos éventuelles réactions directes ou après l'émission.
Nous espérons que cette émission vous a touché, inspiré, convaincu. Si c'est le cas, vous pouvez la faire vivre en parlant et en la partageant avec au moins une personne que vous aimez. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question, suggestion et notamment pour nous suggérer des personnes à inviter l'occasion de mettre en avant un parcours, des engagements, des passions. Si vous nous écoutez en podcast, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi vous abonner à la lettre d'actu. N'hésitez pas à soutenir la radio en faisant un don ponctuel ou encore mieux un don récurrent pour payer les aspects matériels, studio, diffusion. L'équipe humaine, elle, est entièrement bénévole. Tous les liens utiles sont sur la page de l'émission, sur le site causecommune.fm, émission Chemin de Traverse, dans les notes de l'émission si vous nous écoutez en podcast. Chemin de Traverse est en direct tous les mercredis à 22h sur Cause Commune, 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Juste après l'émission, donc une nouvelle émission inédite de Minuit décousu. Alors le thème du jour, je ne l'ai pas noté, c'est marrant, mais en fait je m'en souviens, c'est la vieillesse sous toutes ses formes. La vieillesse en prison, parce que la prison fait vieillir les corps et les esprits. Il y a également le transhumanisme, etc. En tout cas, nos amis de Radio Canu et donc de Minuit décousu ont fait une belle émission. De notre côté, comme je vous le disais tout à l'heure, prochain rendez-vous pour Chemin de Traverse mercredi 10 juin. Nous n'aurons pas d'invité. À la place, nous vous proposons une soirée musicale avec Mehdi, le thème de la soirée, chansons françaises engagées. Nous ferons donc une sélection, mais n'hésitez pas à nous contacter pour nous proposer des chansons. À mercredi prochain. Salut et solidarité.